Bonjour, bienvenue à On Jase. Édition du On a perdu en fin de semaine. Le Canadien qui en a échappé deux face aux Flyers et face aux Bruins de Boston. La tempête est prête à tomber sur Montréal. Et en plus, on a retourné ou soumis au balotage Charlie, non pas en tout, Keith Kincaid. On va en jaser des affaires. On va en jaser entre autres avec Pierre Lebrun et Gaston Terrien qui seront avec nous. Bien sûr, vos commentaires. Éric Champagne se demande à quel moment devons-nous lancer la serviette et penser à l'an prochain. On va en parler. Benoît Mathieu dit si les défaites s'accumulent, est-ce que le moment est est-ce que le moment de transiger des joueurs est-ce que c'est le moment de transiger des joueurs établis? Oui, je m'excuse. Et Marc Boucher qui dit on jase d'un autre sujet que le CH, ça ne fera pas de tort. OK. On jase pareil. Salut! On commence-tu de même? Ah ouais. On commence de même. On commence de même. Comment ça va? Y avait-tu de la musique ou c'était juste un matin? Pas de la machine à geler, ça se peut. Okay. Il fait froid à Montréal quand même. OK. C'est ça, Ali? Qu'est-ce qui se passe? Ah non, là, c'est ça qui compte. En bonne compagnie. Salut, mon Luc. Salut! Non, ça va? Ça va bien. On a gagné du temps. On a gagné du temps. Oui. On a plus de temps on a plus de temps à jaser. Oui, vous avez été nombreux à écrire en fin de semaine sur le compte d'On Jase. Ça nous fait plaisir de vous lire. OK, on vous rappelle les nouvelles rapidement. Oui. Mettez absence 2 semaines, n'est pas d'entraînement ce matin. King Kincaid, son nom a été soumis au balotage. Et on ne sait toujours pas qui va faire le chemin de Laval vers le grand club, à moins que ce soit le McNiven qui s'en vienne direct. Bonne question, mais ce que je viens de lire de Pierre Lebrun qui vient de nous envoyer ça, le Canadien souhaite que Kincaid se rende en métro à Laval pour jouer des matchs. Parce qu'il y a seulement, je lis intégralement, là, il a seulement débuté 5 matchs cette saison. Puis le Canadien espère qu'il va rebondir. Tant mieux. C'est sûr qu'ils ne peuvent pas dire qu'ils vont abandonner sur lui. Non. OK, là, dans le fond, tu veux que ce gardien de but-là, je pense, soit récupéré au balotage, mais si tel n'était pas le cas, ben, va à Laval et va performer. C'est un détail qu'on a oublié dans la préparation. On se disait, bon, ben, McNiven, il faut qu'il monte dans la Ligue américaine, Kincaid part au balotage. Tu parles de McNiven parce qu'il connaît. Il a joué à Laval l'année passée. Trop fort pour la Ligue, de la côte Est. Ouais, j'avais ces statistiques tantôt ici. Là. Dans le cas de McNiven, si vous ne le savez pas, là, le Canadien l'avait envoyé dans un club de la Ligue East Coast. Et dans cette ligue-là, il dominait avec 4 matchs de jouer. Donc, un petit peu trop fort pour cette équipe-là. Il avait 1,75, 9,41 pourcentage d'arrêt. On le prête à une autre équipe. 4 matchs, 1,52, 9,53. Très fort pour la Ligue East Coast, qui est dû pour aller jouer dans la Ligue américaine de hockey. Bref, ça ne règle pas le problème du Canadien qui, encore une fois, tu sais, la statistique, c'est 8 matchs sans victoire. Il y a eu quelques matchs qui ont été perdus en prolongation. Exemple, samedi face aux Flyers de Philadelphie. Puis ça va être un bel exemple de « faut pas tout le temps critiquer Goaler ». On va en jaser ensemble. Vous avez des questions pour Gaston, il s'en vient. Vous avez des questions pour Pierre Lebrun également, il s'en vient. Gênez-vous pas sur nos pages, autant sur Facebook que sur le rds.ca. Gaston, salut! Salut Martin, salut Luc. Là, c'est la panique au village et avec raison. Le Canadien qui en a perdu 2 autres en fin de semaine. Et là, on y va d'un geste. On soumet Kincaid au balotage. Je ne sais pas si tu veux sauter sur les 2 défaites ou tu veux embarquer sur le dossier Kincaid. Bon, on va aller avec les 2 défaites, puis on prendra le dossier à Kincaid après, parce que moi, les 2 défaites, c'est quelque chose de décevant, là. Mais le Canadien, quand il s'est rendu à Boston, il avait une idée en tête, c'est d'aller chercher des points. Et la meilleure façon, ils ont joué un bon système, c'est-à-dire très, très conservateur, pas prendre de chance. Ça a duré 45 minutes, mais à un moment donné, ben, le talent te rattrape. Et là, je parle d'un gars comme Pasternak qu'on n'avait pas beaucoup vu dans les 2 premières périodes, puis après, a fait la différence. Une mauvaise punition de Cousin, que je comprends pas pourquoi Claude a critiqué face aux arbitres. C'est toujours la faute des arbitres, Claude. C'est peut-être un petit défaut qu'il faudrait qu'il apprenne à corriger. Je pense pas que ça peut lui apporter des faveurs de l'arbitre. On cherche pas de faveurs, mais de temps en temps. Puis là, il est tout le temps en train de critiquer les arbitres. Hier, moi, ce que j'ai vu à la télé, j'ai regardé le match, Cousin méritait sa punition, il le tenait. Écoute, t'as pas le droit de retenir, il le tenait. On a vu le joueur lever à reprise, Marc Denis en a parlé, tout le monde en a parlé. Là, il dit qu'il était en maudit. J'espère qu'il était en maudit après Cousin et non après l'arbitre, mais bon.
Puis face aux Browns, c'était peut-être pas la bonne équipe, là, surtout que du côté de mettez un autre joueur qui tombe au combat. En tout cas, tout ça fait en sorte que le Canadien a perdu, mais moi, je suis pas sur le bord de paniquer, mais pas du tout. Est-ce que l'équipe travaille? Oui. Est-ce que les jeunes jouent? Oui. Est-ce qu'ils progressent? On ne lui demande pas de performer en points, mais de performer en jeu sur la glace. Et je regarde ces jeunes-là. Kotkaniemi est toujours un gros point d'interrogation, mais Suzuki puis Fleury, moi ils me dérangent pas. Mais pas du tout, je peux pas dire elle sortait là. C'est plutôt le côté gauche de la défensive qui m'agace un peu. Sherrod a bien joué hier, mais avait donné 4 revirements la veille. Oui, on le fait beaucoup jouer, mais on n'en a pas d'autres. Donc, moi, non. Je suis Kincaid au balotage. Le Canadien a qu'à se frapper le doigt d'instamment. Hein. C'est à eux autres de le faire jouer un peu plus. Au début de l'année, tout le monde disait « Enfin, un gardien de but numéro 2 qui va nous donner des gros matchs, reposer Carey Price. » Je sais pas qui t'a entendu dire ça, mais c'était sûrement pas sur mon show. Ben, je l'ai entendu fréquemment, Martin, là, que ce soit toi ou un autre, on disait c'est un gardien de but de calibre, un gardien de but nettement supérieur à Niemi. Puis là, il va capable, parce qu'il a déjà été numéro 1, de jouer une 20-22 matchs. Mais on ne l'a pas fait jouer. Quand il a joué, il a eu de très bonnes performances, mais il a perdu. Et moi, je disais toujours, un gardien numéro 2, c'est pas en statistique but alloué ou moyenne d'efficacité, c'est en victoire. Et je disais toujours, Niemi, 8, 6, 3. Ah, il était pourri après Noël, puis pap. Correct. Mais en attendant, on vient de mettre un gardien de but qu'on vient de signer, qu'on pensait qu'il ferait le travail comme deuxième au balotage. Croyez-vous à ça, le fait qu'il soit soumis au balotage pour qu'il aille jouer en bas 5 matchs, 10 matchs, puis qu'il revienne? Ça se peut-tu? Ben, c'est ce que les Canadiens se doivent dire. Ils n'ont comme pas le choix de dire ça. Ils ne peuvent pas dire qu'il est pourri. Tu veux qu'il dise qu'il est bon, que tu as l'intention de le ramener pour qu'une équipe le prenne au balotage? Ah, peut-être. Mais de là à dire qu'il est pourri, est-ce qu'il a fait le travail? Sur ça, je peux être de ton côté, Martin. Peut-être pas à 100 Est-ce que Price le fait à 100 Non. Mais là, tu demandes un gardien de but numéro 2. À chaque fois que je t'ai positionné dans le but, tu ne m'as pas donné la victoire. 5 fois. Bon, c'est un fait, mais si c'est lui on va se servir de Kincaid comme bouc émissaire de ça, c'est correct. Mais il y a eu, au début, là, dans ces 2-3 premiers matchs, il y a eu des performances où il n'y a pas eu de victoire, mais il était bon en Tiffi. Il y a eu des mauvaises performances, mais là, 5 matchs, puis on le juge déjà, quand tu sais qu'il y a dans les 2 dernières années, il en avait joué une quarantaine avec les Devils. En tout cas, je trouve pas que là, on met le doigt sur le bobo. Vraiment, on cherche des boucs émissaires. OK, si c'est comme ça que ça fonctionne, mais moi, je suis pas en accord avec ça. Une victoire, une défaite pour Kincaid, 3 défaites en prolongation au tir de barrage. C'est prolongation dans son cas. 8,75 de pourcentage d'arrêt avec une moyenne de 4,24. Non, c'est pas Kincaid qui va changer quoi que ce soit. Là. En plus, qu'hier, la défaite, c'est Price qui est devant le filet. Je pense que, de toute façon, si t'es pour perdre, tout se met faire jouer tes jeunes gardiens de but une fois de temps en temps au lieu de faire jouer Kincaid. Puis moi, je l'ai dit depuis le début de l'année, là, Kincaid, c'est un gardien de but brouillon. Puis il nous le prouve. Puis je ne suis pas impressionné. Je demandais à être convaincu et je ne l'ai pas été, mais pas une seconde. Si tu rappelles Lindgren, tu rappelles Primo, tu t'en fous? Non, ils peuvent rappeler, s'ils veulent voir ce que Primo a dans le corps. Je pense pas que Primo est prêt à jouer dans la Ligue nationale, mais s'ils veulent voir un autre jeune, comme ils ont vu avec Péling, oui, je suis pas en désaccord. Maintenant, McNevin, il était dans East Coast League. Je t'écoutais en début de reportage. C'est correct. Moi, c'est pas que je m'en fous. Je me dis, prenez-en un. Ça prend une solution de rechange, peut-être à court ou à moyen terme. Il reste que le Canadien, quand ce gars-là, Primo, va aller devant le filet puis qu'il va regarder sa défensive à gauche, puis son 3e, 4e trio, puis même son 2e trio, il va dire, aïe, aïe, je suis rendu comme Price. Si j'en accorde plus, je suis fini, mort, enterré. Moi, je pense que c'est un manque flagrant de talent que le Canadien n'a pas. Je ne veux pas dénigrer personne. Mais quand je regarde que dans les derniers matchs, Cousin a eu plus de temps de glace que Gallagher, je trouve ça un petit peu dur. Puis je me dis, si on doit jouer avec les meilleurs, pourquoi ne jouons pas? On ne joue pas plus avec Gallagher. Qu'est-ce que Gallagher fait de si mal qui m'a peut-être échappé? Je ne sais pas. Non. Mais quand je regarde là, dans les derniers matchs, dans les 2 derniers matchs, là, Gallagher sur 12 attaquants est le 9e attaquant utilisé. Je savais pas que Gallagher, à Montréal, je te dis pas avec Tampa Bay ou avec Edmonton ou Toronto,
est le 9e attaquant qu'on doit utiliser. Son temps de glace moyen est à peu près 14 minutes 15. J'ai fait des statistiques, là. Le joueur le plus utilisé, Joel Armia, connaît une bonne séquence. J'ai rien contre ça. Arthurie Lekonen connaît une bonne séquence. OK. Cousin. Dano. OK. Domi. Kotkaniemi, Suzuki, Tatar devant. Aïe, aïe. Si je m'appelle Brandon Gallagher, je me pose-tu des questions? Y a-t-il quelque chose que je dérange l'équipe? Mais c'est non, pas mais normal ça que se ce gars-là peut-tu. soit pas plus utilisé que ça. Il peut-tu être amoché? En plus, hier, il y a eu une Peut-être. pénalité. Il a bloqué un lancer avec sa main là, il n'y a pas longtemps. Là, Ouais. une Puis semaine ça fait une après. couple de fois qu'il sort de la glace en boitant. J'espère que c'est ça. Parce que c'est à Montréal, on n'est pas capable de donner plus que le 9e temps de glace dans les 2 dernières défaites du Canadien qu'on jouait. On a Philadelphie-Boston, c'est 2 équipes qui lui conviennent très bien. Là, je me pose de sérieuses questions. Mais le point n'est pas là. C'est que je regarde la situation de Claude Julien et là où je le défends, mais incroyablement, c'est le fait que quand tu regardes, t'as Thompson, t'as Wheel, t'as Dano, t'as Hudon, t'as Cousin. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec ça? Il est met sur l'avantage numérique. Puis là, on dit l'avantage numérique ne fonctionne pas, mais moi, je ferais une unité d'avantage, une unité, là, je ne connais pas le masculin et féminin, puis je m'en excuse, mais je ferais l'avantage numérique pendant 1 minute 20, je mettrais tous mes œufs dans le même panier parce qu'il manque des gars, puis je dirais, on va essayer de marquer là. Mais, tu sais, les solutions, là, moi, là, je suis pas capable de vous dire aujourd'hui, voici ce qu'il faut faire. Soit tu annonces que tu dis, regardez, on va faire jouer les jeunes, puis on va essayer l'an prochain de se rebâtir une équipe. Parce que là, Bergevin, je ne sais pas s'il est arrivé de la Russie. Il était en Russie. Je ne peux pas congédier Claude Julien de la Russie. Puis s'il congédie, l'autre entraîneur qui va venir là, il va dire, moi, je sais ce que j'ai à faire, puis je connais ça. Puis là, il va nous dire, l'équipe n'est pas trop en forme. Pour l'équipe, je suis l'avantage numérique. Il va sortir des défauts. C'est ça, là, OK. Là. J'ai été là-dedans assez longtemps pour vous dire comment ça fonctionne. Puis là, à un moment donné, le match va commencer. Il va gagner un match, il va en gagner 2 parce que c'est un changement d'entraîneur. Puis tout le monde veut l'impressionner, puis tout le monde veut son temps de place. Puis là, bang, ça va retomber. Il va dire, ouais, là, je fais jouer qui? Commence à comprendre, Julien. Attends, mais attends, vas-y, Ben, parce qu'il y a des situations de changement de coach où ça apporte tes fruits, là, tu sais, Gaston, moi, tu le sais, on a fait des émissions ensemble. J'ai jamais voulu m'en prendre au coach, mais j'avais quand même dit au début de la saison, si Julien n'est pas en série au mois de novembre, puis qu'il est loin de la section S, il finit pas l'année, il est dehors. Là, il n'est pas en série, il n'est pas loin, là, mais il est sur une méchante glissade. Puis quand Michel Therrien a eu cette glissade-là, il a sauté. Puis il était dans la série, by the way, lui, quand il s'est fait sortir. Au mois de février. Au mois de février. Il y avait une meilleure équipe devant lui. Moi, si jamais on congédie Claude Julien, ben Marc Bergevin, il n'est pas correct. Il n'a pas donné d'aide, il n'est pas... Tu dis que le Canadien d'aujourd'hui est moins bon que celui que Michel Therrien, il y avait au moins 5 attaquants qui pouvaient jouer. Là, Domi ne joue pas en plus. Il y en a 3, là. Il ne vient pas me faire à croire que l'équipe du Canadien est meilleure que... Ouais, voyons donc. Hey, regarde ce qu'il y a sur la glace. Là. Cousin, là, il a pris une mauvaise punition. Claude l'a fait jouer. Will est là. Thompson est là. C'est des gars qui t'amènent à rien. Quand Kotkaniemi a une saison de 2e année d'un gars de 19 ans, je lance pas la pierre. Je constate. Et vous me dites qu'à gauche, il est faible. Il n'est pas faible. Il est bien faible. Et quand tu dis que Riley et Kulak sont même plus capables de jouer, tu emmènes Olofsson. Là. Ça va pas bien, là. Tu n'as pas aimé, hein, finalement, Olofsson, en fin de semaine? Ben, il n'a pas aimé, non, mais Martin, je n'irai pas contre lui. Là. Tu sais, je veux dire, le joueur arrive, lui, là, on le met dans une drôle de situation, puis là, il n'a pas fait une erreur, mais contre Pasternak, comment ça se fait qu'il était sur la glace? C'est un changement qui était rapide ou qui est resté un peu plus longtemps? Écoute, tout va mal dans le moment. Au début de l'année, oui, mais Gaston, Pasternak, je suis d'accord, là, mais c'est parce que c'est Pasternak, puis c'est pas comme s'il l'avait brûlé partant d'échapper. Le Pasternak prend quand même une slap shot du point de mise en jeu. Il est à hauteur du point, là, il n'est pas en dedans. Tu sais, il y a Weber devant lui. Tu sais, moi, je pense pas que ça méritait de bencher Olofsson pour le reste du match. Là. C'est un jeune défenseur qui... Il y a eu un écart avec son joueur qui devait marquer, mais ce joueur-là n'est pas parti en échapper. Là, tu comprends? Moi, je trouve qu'il y a le dos large, l'équipe. Non, mais je dis pas qu'Olofsson méritait de tout le blâme, mais il l'a fait jouer 7 minutes. Ouais. Je me mets à la place. Il faut toujours se mettre à la place d'entraîneur. Sur un 2-en-2, by the way. On gagnait 1-0. Là, c'est devenu 1-1. Je vais te chercher un point. Puis Olofsson, peut-être, c'est Marc Bergevin, il a dit c'est le meilleur à Laval. Je ne sais pas. Je sais pas. Je sais qu'Ouellet est blessé.
il aurait pu rappeler Osner, peut-être que Claude Julien a dit non. Il a dit, Olofsson, c'est un gars mobile, c'était là. Peut-être qu'il a dit oui, puis quand il l'a vu, il a dit, regarde, les entraîneurs, là, tu prends des décisions très rapidement pendant le match pour le bien de l'équipe, pour la victoire. Puis à la fin du match, tu dis, c'est vrai, j'aurais pu lui en donner 12, j'aurais pas été pire que lui. Lui a fait l'erreur. Ça, c'est une chose. Après, Gaston, pendant, c'est pas la même. Laisse-moi t'arrêter. OK, Carey Price parle live du vestiaire. On va essayer de se connecter et voir qu'est-ce que ça dit. Pas de problème. Positive side of it, on the defensive side of the puck, what are the elements you saw that you improved as a team? Our back pressure was really good. I think getting on top of their players coming back up the middle of the ice and being on the right side of the puck on 50-50 pucks. Were you the type to speak up a little bit in those rough moments? Yeah, but I'm not like the type of rah-rah type of guy. I've always been more of a kind of lead by example and work hard in practice type. Obviously, a lot of pressure on Claude right now too, Carey. How has he been through this situation? He's been really good. It's not an easy situation to be in. We've got a lot of young players that you can be mindful of. It's definitely frustrating for all parties involved, but I feel like he's doing a pretty good job of handling himself. Do you also feel that you have a lot of pressure on your shoulders? Yeah, everybody does, though. We're all trying to win. We're all trying to play our best, and we're all trying to demand the most of ourselves. So I don't think there's any external pressure that's greater than the internal pressure that we feel on ourselves. You talked about Keith being on waivers. Gary, is there a bigger change that's needed to turn things around? Well, we just need to continue playing like we did the last two games. I think, if we, like I said earlier, if we just keep doing that, we're going to find success. Thanks for your time. Ben voilà, vous l'avez live. C'était Carey Price. Ouais. Pour Claude Julien, c'est pas facile pour lui. C'est frustrant à dealer avec beaucoup de jeunes joueurs, mais il fait une bonne job. Pression, il y en a sur tout le monde, parce qu'on lui demandait si la pression était sur lui. Il y a de la pression sur tout le monde. Il n'y a rien de plus important que la pression que nous, on se met pas celle de l'extérieur. Puis si on continue à jouer comme les deux derniers matchs, on va connaître le succès. Il disait qu'il était content du back pressure en défensive, qu'il avait mieux joué défensivement. Moi, je veux juste ajouter, écoutez, vous êtes nombreux, tant sur Facebook que sur rds.ca. Soyez respectueux. Je vais dire ça de même. Là. Ah, ça revole? Ben, ça revole. Soyez respectueux. C'est tout. Non, mais Luc, tu as entièrement raison, Martin. Puis là-dedans, il ne faut pas, en bon québécois, il ne faut pas capoter. Il faut regarder la situation. Moi, je pense que ça passe par une transaction. Vous allez me dire, mais toi, c'est toujours ça. Je sais que c'est toujours ça. Mais dans le moment, c'est ça. Il faut que tu regardes qui tu peux céder, qui tu veux, où est l'urgence. Je te dis pas pour faire 4 transactions. J'ai dit, dans la vie, ça prend marcher avant de courir. Donc, si tu fais une transaction, puis tu dis, oups, j'ai bouché un trou. Puis un trou, on en a un à défense du côté gauche. Avec les blessés, on en a un à gauche de la formation de Claude Julien, puis on a un trou à droite. Moi, je pense que Armia, c'est un gars de 3e trio qui peut aider un 3e trio. Je pense pas qu'il peut jouer ses 2 premiers, en tout cas, pas pour progresser puis avoir une équipe compétitive pour les séries. Mais si tu vas chercher quelqu'un là, un joueur autonome, une autre transaction, il n'a pas fait ça en 7 ans. Moi, c'est là que je bloque. Il n'a pas été chercher personne. Puis quand les gens me disent « Ouais, mais Gaston, rappelle-toi quand il a pris Vanek. » Oui, Vanek a joué 13 ans pour nous autres. Non, il a joué une fin de saison. Ben, mais tu sais, Gaston, on en a moi, déjà parlé. Gaston, on en a déjà parlé des transactions. Tu vas aller chercher qui et surtout, tu vas donner quoi? Ben, tu vas donner quoi? C'est ça que je te dis. Moi, je t'ai toujours expliqué la même chose. Quand tu fais une transaction, tu regardes qui tu peux te donner. Est-ce que tu as encore ton premier choix? Oui. Est-ce que tu as des jeunes qui, normalement, potentiellement, pourraient être bons? Oui. Est-ce que tu as des joueurs qui pourraient aider une formation, qui ne peuvent pas jouer ces 2 premiers, mais qui peuvent facilement jouer un 3e en masse? À partir de là, regarde dans la ligue, tu fais une liste. Tu vas le chercher qui? Tu veux pas un matin que je te dise, ben oui, il y a 10 gars que je vais te chercher. Non, c'est pas ça. Tu regardes dans la ligue qui pourrait être disponible. Il y a des équipes qui ont de la misère aussi. C'est pas juste Canadien. Et c'est là que tu appelles et tu es agressif. Maintenant, ça, c'est une théorie. Là, toi, tu dis, Martin, non. Ben, trouve-moi une solution, puis c'est pas de congédier Claude Julien. S'il congédie Claude Julien, il congédie le mauvais gars. Ça, c'est certain. Parce que Claude Julien, là, puis tu le sais, Gaston, là, jusqu'à aujourd'hui, lundi 2 décembre, j'ai pris la part de Price, j'ai pris la part du coach. Et quand le coach il dit on fait des erreurs à répétition et c'est pas ce qu'on enseigne. Puis si nous autres on est d'accord pour dire c'est parce que tu n'as peut-être pas les effectifs pour jouer ça,
faut qu'à un moment donné, tu t'ajustes puis tu changes le jeu. Hier, tu as parlé à Boston, on était d'accord, là. Il n'y a pas de pression, mais la pression, c'était zéro. Là. Tu sais, quand on jouait à NHL, c'était zéro pressure, c'était marqué. Le gars restait en haut de la ligne bleue d'adversaires pour attendre leur breakout. Ça me rappelait quand Guy avait été exposé par Philadelphie pour le 1-3-1, que tout le monde fait, by the way. Là, il avait décidé de retenir tout le monde, ce qu'il ne faisait pas depuis le début de l'année. J'ai parlé avec Éric Bélanger vendredi. Éric Bélanger disait le pinch, il le prendrait juste sur le côté large et non pas du côté fort quand tout le monde est là. Tu sais, il y a des choses que tu peux changer, ajuster. Ça ne marche pas depuis un bout. Les 12 attaquants, là, c'est 12 mêmes dans les 12 mêmes chaises depuis 8 matchs, pas capable de remporter le match, des erreurs, tout ça. Il y a certainement quelqu'un à la veille qui veut venir jouer avec le couteau entre les dents et faire une différence. Je ne peux pas croire qu'il ne peut pas essayer de bouger quelque chose. Nomme-les. Tu veux que je te nomme des gars Ilonen, c'est le meilleur. Nomme-moi les joueurs à Laval qui peuvent t'aider. Ils ont perdu encore. Vas-y. Oui, bien, Ilonen, Alain, je ne sais pas, moi, quelqu'un qui va venir jouer. Alain, ouais. Tu n'as entendu parler cette année? Il brûle la Ligue américaine? Non, c'est pas. Je pose la question, là, puis je te dis, c'est tout, honnêtement, là, c'est pas méchant. Est-ce qu'il brûle la Ligue? Moi, je n'en ai pas entendu parler. Je t'ai dit Alain, mais je voulais dire Belzile, là. Mais Belzile est blessé, je pense. Je suis pas certain, il faut s'informer. Je pense qu'il était blessé. S'il ne l'est plus, ben là, oui. Mais c'est un droitier. À droite, là, t'enlèves-tu Armia? Est-ce que t'enlèves du côté Gallagher? À droite, là, c'est pas ton gros problème pour avoir un gars de 3e, 4e trio. Il peut pas jouer sur un premier trio. Il brûle pas la Ligue américaine. C'est un bon joueur américain. Pas sûr que tu vas broyer. Moi, si j'arrive à un match, là, puis j'assis dans les estrades Will, Cousin, puis Hudon. Il m'amène 3 de la Ligue américaine. Tu sais, essayez quelque chose. Ben, ils ont essayé avec Olofsson, en tout cas. Là. Olofsson, le match contre Philadelphie, j'ai pas eu de problème. Hudon, Hudon, c'est le fun, mais il se passe rien. On va se le dire. Oui, là. D'accord avec toi. Je l'aime, le Charles. Je l'aime. Je pense pas que ça passe par la Ligue américaine. Ils n'ont pas d'éléments assez dominants. Ils n'ont pas assez d'éléments dominants. Puis tu sais, quand Claude disait « comprends pas, des avantages numériques, c'est le même que l'année passée, ça marche pas ». Peut-être que les autres équipes, Claude, se sont ajustées. Oui. Peut-être que Jordy Ben n'est plus là. Un nom que les gens ont oublié, Chaput jouait sur le désavantage numérique, puis il a été rappelé dès le début de saison, puis il a joué quelques matchs à Montréal, puis il était en désavantage. C'est-tu un gars de même de la Ligue américaine qui venait se sacrifier puis qui faisait que le puck sortait plus souvent que des Lekkonen, des Dano, des Thompson? Thompson, là, on l'a vanté ici, là, c'est le fun, là, avec le trio, avec Suzuki. Il fait quoi, là, dernièrement, là, à part de gagner des face-offs? Tu comprends-tu? Je suis d'accord avec toi, mais moi, Martin, ma philosophie à moi n'est pas comme la tienne. Moi, je ne pense pas que demain matin, puis je ne serais pas en désaccord de l'essayer, de tant qu'à perdre, comme tu dis, tant qu'à y être. Mais de me prendre 3 gars de la Ligue américaine, de les emmener, puis d'essayer 3 gars. Peut-être ça va donner, ils vont avoir un échec avant, ils vont donner une mise en échec, ils vont se lancer de 20 rondelles. Mais moi, je suis pas capable de bâtir une équipe comme ça. Moi, je regarde le Canadien de Montréal. Ces jeunes, pour moi, ils les ont vantés en disant que c'est des gars qui vont dominer. Il faut être patient, je suis d'accord. Dans le cas de Kotkaniemi, ça commence à m'inquiéter. C'est sa 2e année. Mais tu sais, il y a eu une bonne séquence. Là. Il a tombé au neutre, puis là, il est blessé. Suzuki, pour moi, me donne ce que j'attendais de lui. Puis Fleury aussi, mais point d'interrogation pour l'an prochain. J'ose espérer, parce que l'an prochain, on va mettre un petit peu plus de pression qui est normal. On va avoir des attentes un petit peu plus élevées. C'est normal. Donc ça m'inquiète. Moi, ça m'inquiète de voir que Domi, là, il négocie un contrat. Dans ma tête, je me dis, est-ce que je signe Domi 6-7 ans? Est-ce que j'y donne 7-8 millions, puis il va bouder, puis ça ne tente pas? Est-ce qu'on s'est trompé? Est-ce qu'il a connu une saison extraordinaire, puis là, il est au neutre? Je ne le sais pas. Il y a 3 gars qui sont stables. C'est Tatar, Dano, puis Gallagher. Puis Gallagher joue près. Ben, il joue 14 mais Gaston, je coacherais le Canadien de Montréal, puis je sortirais le meilleur de Gallagher puis Dano. Tu comprends-tu? Il ne faut pas être Albert Einstein là, pour coacher ces 2 gars-là. C'est le contraire. Il faut que tu sois un sapristi de coach pour sortir le meilleur de Domi, sortir le meilleur des jeunes. Donne-moi un joueur. Ben, joue-tu bien? Ben non, ça je te dis, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais qu'il ne joue pas bien? C'est ça que je comprends pas. Puis je suis d'accord avec toi. Sortir le meilleur de Domi, tu veux faire. Je ne donnerai certainement pas un contrat. Tu dis, regarde, là, je t'ai donné 7 ans, là, 8 millions. Es-tu correct maintenant ou tu voudrais autre chose? Ah, tu voudrais avoir des alliés aussi? Ah, OK, ben on n'a pas d'alliés. Il n'y en a pas, c'est pour ça que je veux que transige. Vous dites non. Parfait. Pas de transaction. Soyez patient. Chialez plus. C'est impossible que cette équipe-là soit dans les séries. C'est aller dans les séries avec le contingent qu'ils ont. Là. On jase, gars. T'es-tu dans la cuisine RDS à pitonner le micro? Non, pourquoi? OK. Je pensais avoir entendu le micro. Non,
à la maison. Martin a faim. Non, mais évidemment, vous êtes très, très, très nombreux. Je ne peux pas nommer tout le monde, évidemment. Là. Les gens comme Gaston, comme Martin, comme JP se posent la question pourquoi Will et Cousin sur l'avantage numérique. Honnêtement, c'est le commentaire qu'on reçoit le plus. Ça, je peux-y répondre? Ben oui, tu peux répondre. Puis je le fais une fois par semaine. On va le faire encore. Tu peux répondre. Le Canadien joue avec un défenseur sur l'avantage numérique. Ça veut dire qu'on utilise 8 attaquants. Les attaquants qu'on n'utilise pas présentement en avantage numérique sont Thompson. C'est quelqu'un qui s'ennuie de Thompson sur le powerplay? On l'a jamais vu, pas. mais non. Qui ne joue pas sur le powerplay? Dano. Dano ne joue pas. On l'avait essayé. Là, on l'a enlevé sur l'avantage numérique. Udon, il n'est pas retourné sur l'avantage numérique. On l'avait essayé de m'emmener, il n'est pas retourné sur l'avantage numérique. Udon, depuis le puck qui est revenu de l'autre bord des avantages numériques, je ne me souviens plus contre quelle équipe il ne joue plus. Puis c'est qui le quatrième? Will joue, Cousin joue, Kotkaniemi joue. Domi joue à point. Oui. Lekonen. C'est quelqu'un qui s'ennuie de Lekonen sur le powerplay? Non, mais moi, je peux-tu répondre à ton c'est un problème défensif. Quand tu n'as pas d'attaquant, mais de 2 défenseurs. C'est un autre point. Qui ton défenseur, tu vas mettre? Petrie, Weber, 1 minute 20. Après ça, les 2 autres, si on n'a pas marqué, j'espère que les autres vont marquer. Mais je mets tous les œufs dans le même panier. Parce que 100 fois, je le dis, ça non plus, c'est pas bon. C'est pas une bonne stratégie. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ben, c'est ça, gars, si tu lui réponds à ma question. Le coach le fait pas, il essaye pas quelque chose. C'est ça. Je voudrais qu'il essaye de mettre 2 attaquants puis dire Dano, Tatar, Gallagher, vous êtes ma première unité. Domi, Lekonen, Armia, vous êtes ma deuxième. Avec 2 défenseurs. Mais Riley, mais Price, mais Kincaid, mais en 2. Mais 2 Zorius de Carlas de défenseurs. Mais essaye quelque chose. Puis tu sais, encore là, moi, Claude Julien, Frank Alain, je souhaite pas de mal. Je souhaitais pas que Michel Therrien se fasse mettre à la porte. Je souhaite pas plus que Claude Julien se fasse mettre à la porte. Je souhaite personne dans la vie se fasse mettre à la porte. Mais là, Colin, c'est porte tournante à défensive. Kulak ne joue pas, le lendemain, il joue avec Weber. Puis à l'attaque, il n'y a rien qui bouge. Weber. Dans le match, là, il commence son alignement, il faut qu'il donne 3 paires de défense. Il met Kulak, Weber, Chariot, Petrie, puis Marcel avec Polo. Ça, c'est tout. Dans le match, là, il joue 26-27 minutes, Chariot, Petrie, puis Weber. Kulak est obligé d'y aller de temps en temps. Il y en a pas d'autres. T'en veux-tu une bonne aussi? Un autre call qu'on pourrait jaser, là. C'est samedi qu'il n'a pas fait jouer Fleury. Ouais. Fleury se fait interroger, il fait « je pensais pas que ma game était si mauvaise que ça ». Le kid s'est fait prendre même par les journalistes à dire « écoute, je pensais pas que… » Puis moi, Martin, là, ça vaut pas grand-chose, là. Mais je vous l'ai dit, là, lui, son poste est vissé. C'est pas lui là, qui est responsable de quoi que ce soit pour les débats du Canadien. Il joue assez bien pour ne jamais sortir de l'alignement. Il était bon hier. Fait qu'il l'a peut-être sorti pour faire jouer quelqu'un, mais il ne méritait pas de sortir. Là, non, t'as raison. Entièrement. Oui, le quelqu'un, il faut le dire, c'est Olofsson. Est-ce que c'est Claude Julien? Comment je peux dire Claude Julien a dit à Marc Bergevin, amène-moi Olofsson, je veux le faire jouer. Ça ne me rentre pas dans la tête. Il y a quelqu'un qui a dit, Claude, Olofsson peut te donner un bon coup de main. On va commencer de patine. Honnêtement, j'ai pas marqué. Samedi, j'ai trouvé pas pire. Oui, il était correct. Mais on a parlé à Bruno vendredi. On parlait à Bruno vendredi, puis le nom d'Olofsson n'était pas venu du tout sur ce sujet. Là. Il y a des gens qui souhaitaient voir Otto Leskinen. Puis le nom d'Olofsson n'était pas. C'est pas sur Leskinen ou Olofsson que Bruno a dit Kulak était meilleur qu'eux autres dans la Ligue américaine l'an passé. Fait qu'ils vont pas arriver ici. Olofsson n'a pas joué parce qu'il était blessé. Fait qu'il devait parler de Leskinen. Il disait qu'il n'était pas aussi bon que Kulak l'était l'an passé avant d'être rappelé. Fait que, tu sais, pas en rappelant un gars de la défense. Ça, c'était. Puis Bruno, s'il y a quelqu'un qui est au courant de ce qui se passe à Laval, il court. Ça, je suis d'accord avec lui, mais il a donné ce qu'il a vu l'année passée. En disant, l'année passée, Kulak était meilleur. Cette année, est-ce qu'il y a eu une meilleure progression d'Olofsson? Mais je suis comme toi, Martin. Je la comprends pas. C'est surtout pourquoi avoir sorti Fleury. Ouais. Ça, je la comprends pas. Mais j'ai jamais dit que Claude Julien était parfait. Sauf que là, ce qu'il essaye, ça marche pas ou c'est pas la bonne décision. Ça se retourne contre lui. Je suis pas un cadre. Okay. De là à dire que par ça, tu vas perdre ta job. Si on met Fleury à la place de Olofsson, le Canadien gagne-tu? Non. Ben non, Martin, sois honnête. Attends une seconde, Olofsson a joué 7 minutes. Fait que, tu sais, Fleury... La question n'était pas le temps de glace ou que ci ou que ça. Est-ce que le Canadien gagne? Moi, je pense que non. Il aurait certainement été un meilleur défenseur, mais il n'aurait pas fait la différence entre la victoire et la défaite, à mon avis. Je vais prendre le commentaire de JP Doyon sur RDS.ca. Il dit « J'adore les divisions. La division des commentaires en ce moment, c'est soit on relaxe, il y a une solution, ou bien brûler illogiquement et on recommence à zéro. Il n'y a pas d'entre-deux.
Ça, je parle des commentaires qu'on reçoit. Il dit, lui, sa réaction, c'est on relaxe, il y a encore des solutions en ce moment. Mais c'est vrai qu'il y en a qui ont pesé sur le bouton panique, qui veulent tout changer. Tu sais, il est encore là à pratique un matin, fait qu'il va être là mardi. Mais Claude, mais il est-tu sur... Premièrement, dans un congédiement, Martin, tu dois le savoir, là, l'équipe choisit le moment. L'équipe et l'endroit. Ça, tu fais pas ça tard. Demain, t'es dehors. Non. On joue 2 matchs, Détroit, Ottawa. C'est peut-être là. C'est peut-être là. S'il y a quelque chose. Mais moi, je compte le congédiement. Moi, dans ma tête, il n'y a pas de congédiement d'où je viens à court terme. Prenez-moi bien. Okay. Non, pour 2 raisons. Je t'ai dit. Est-ce que l'équipe travaille? Moi, je vois qu'une équipe qui travaille. Travaille mal? Travaille. Est-ce que mes jeunes sont corrects? À part Kotkaniemi, mais j'accuse pas Claude pour Kotkaniemi, le petit gars, il s'est pas pris en main, c'est de sa faute. Maintenant, je suis patient, il y a 19 ans. Les autres, là, je dirais peut-être élimine un peu de temps de glace à Cousin. Ça, je peux y parler. Claude n'est pas parfait. Il ne mérite pas d'être congédié. Ouais, plusieurs commentaires sur on ne passera pas les joueurs un par un. Là, mais non, mais je veux que tu nommes les gens Carole, qui nous écrivent. Cousins aurait dû être benché après son très mauvais 2 minutes. En plus de ne pas être benché, il a manqué sa couverture sur le troisième but de Brusk. Mais c'est ça. C'est Olofsson. Les gens sont intelligents, ils ont vu le match. Ah, puis je veux que les gens ils comprennent. Constatent. Là, on est à Claude parce qu'on trouve que Claude ne trouve pas de solution, mais on n'est pas alarmiste ici dans le sens qu'aussitôt qu'il y a 4 défaites en ligne, on pense que c'est Claude ou on accuse Carey Price. Gaston, tu me diras si tu es d'accord. Tantôt, en dehors des zones, je pense, à Luc, je disais, tu sais, la défaite contre Philadelphie, le monde va pointer du doigt Kincaid, là. Et ont-tu vu que la game commence? Domi gagne un face-off contre Philly. Philly sont forts à mes enjeux. Gagne le face-off, ramasse la rondelle, s'en va contre personne à la ligne bleue, fait une feinte à la ligne bleue, met Petrie offside, autre face-off. Philadelphie gagne le face-off. Provorov monte à 1 contre 1 contre qui? Domi, qui joue le défenseur reculon. Il débarque facilement puis il score. Domi est responsable tout le long de ce qui s'est passé sur cette séquence-là. Les gens, les journalistes, les fans, sont-ils capables de faire « et là, ici, tu sais, son cri pour Price quand il laisse passer une, y a-tu quelqu'un qui a crié sur Domi, qu'il est responsable de A à Z de cette... je suis d'accord avec toi. Puis le match contre les Flyers, ça, je les ai dans le champ. Cheer up, Petrie, Weber, 14 revirements dans 3 vétérans. 3 vétérans, ils ont 14 revirements à 3. Ouais. Là, à un moment donné, là, Claude, il peut bien dire, bon, OK. Tu sais, il y en a un qui m'a écrit sur un texto, il devrait mettre Petrie dans les gradins. D'accord. Mais qui a sa place? Olofsson? C'est là-dessus qu'on va se laisser, mon gars. Non, mais qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? Non, je veux bien tous les mettre dans les gradins, là, les vétérans. Mais faites payer les vétérans, mettez les jeunes. Il n'y en a pas, à part Péling, qu'on l'a vu à Montréal, c'est pas tout à fait prêt. Là. Péling ne peut pas venir vraiment virer offensivement le club de bord. Les autres à Laval, vous voulez que le Rocket monte ici? Je pense qu'ils sont 12e. Puis je vais vous rajouter une couche, là. Joël Bouchard, son club, là, il ne domine pas la Ligue, là. Sheldon Keefe, qu'on a amené à Toronto, il domine depuis 2-3 ans. Puis si on recule, mettons, pour prendre notre collègue Guy Boucher, dominait à Hamilton avant de s'en aller. Entièrement d'accord. Les joueurs, là, ils étaient hot, comme on dit. Mais là, dans le moment, c'est pas ça qui se passe avec Joël. Ouais. Donc, Alain, les solutions difficiles. Alain Pinault dit de façon réaliste, on est en reconstruction. Dans un mois, il va y avoir des pancartes à vendre pour plusieurs joueurs. Will, Cousin, Thompson qui pourraient aider d'autres équipes. On peut rajouter peut-être Petrie. Il y en a qui ont posé la question. Là. Petrie, Armia, Tatar. Armia, il y aurait sûrement une demande pour un joueur comme ça à la veille des séries. Oui, mais il faut que tu regardes l'âge et qu'est-ce que tu penses que tu vas avoir pour lui aussi. All right, mon gars, bon dîner. Merci beaucoup. Okay. On se rejase. Salut, attention à vous autres. Bye, buddy. Bye. C'est sûr que les passions se soulèvent. Oui. Puis moi, j'ai confiance en notre clic, en notre... comment on dit ça, l'habitude? Notre... je sais pas, auditoire? Je sais pas où tu veux aller. On avait plus, c'est fanbase, les gens, les fans de communauté? Notre communauté, c'est le mot que je cherche. OK. Moi, j'ai pas lu grand-chose qui débordait à ce qu'on est habitué d'habitude. Je t'ai entendu tantôt faire un appel au calme. Sur Facebook, je te dirais, Martin, il y a beaucoup de monde sur Facebook, plus qu'à l'habitude, je te dirais, là, pour être bien franc avec toi. Là. Mais c'est sûr que on en a reçu beaucoup de messages. Sébastien qui vient d'écrire Lafrenière. Là. On va arrêter de parler du premier choix au repêchage. On est loin de ça. On est loin de ça. Puis 2, c'est une loterie. Ouais. Fait que même si le Canadien, on est habitué à en quand même, je suis content que tu sois là. Son nom, c'est? Je ne sais plus trop, c'est un avatar, ouais. Écrivez vos noms quand vous avez des avatars. Salutations, puis content de te savoir. Oui.
Carole dit quand le Canadien va mal, c'est excellent pour vos codes d'écoute. Carole, je vais vous dire la vérité, il faut que le Canadien soit ici, qu'il aille très mal, ou il faut que le Canadien soit là, qu'il aille très bien. Quand ils sont ici... c'est comme normal. Une situation normale. Mais la normalité, c'est quand le Canadien gagne trop ou perd trop, là, ça va mal. Absolument. Ça va mal, mais ça égale à des cotes d'écoute. Et je suis certain que notre prochain invité le sent aussi dans ses tweets, quand ça va bien et quand ça va mal. Salut Pierre! Salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Bon, tu as une bonne Thanksgiving? Oui, j'ai un gros party, beaucoup de chums, beaucoup de vin rouge. Good. Ça parle de quoi dans tes parties, toi? Il parlait de quel sujet? Toutes sortes d'affaires. Tous les chums aiment beaucoup le football. Et puis, il y a beaucoup de chums que j'ai pas vus pendant un bout de temps. Ça fait 20 ans que je fais ce party-là chez nous. Fait que, il y a beaucoup de gens que je vois juste une fois par année, en fait, qui viennent reviennent toujours pour ce party. Fait que c'est le fun. On salue ta conjointe qui reçoit et qui doit très bien recevoir par de ça. Oui, bien, elle a manqué la plupart, là, parce que c'était du 4 à 7. Fait qu'elle était au travail, là, mais puis je pense pas que ça y ait brisé le cœur. All right, Pierre, écoute, l'actualité, il y a 2 semaines, c'était à Toronto. Là, à Montréal, ça chauffe. Je le dis souvent, arrêtez de prédire qu'on j'ai du mal à un coach. Ça va arriver. Aussitôt qu'il est engagé, vous pouvez dire qu'il va se faire mettre dehors. Ça va finir par arriver. T'sais, Sheldon Keefe, un jour, va se faire mettre dehors. Fait que, on arrête. Sauf que là, après 8 défaites, c'est sûr que la soupe est chaude. Bergevin, on pense qu'il est toujours en Russie pour suivre Romanov. Est-ce que Claude Julien, en plus, on le voit dans ses points de presse, là, il est un peu comme on a vu Babcock, quand les gens ont commencé à poser des questions, il disait « Moi, je continue à parier sur moi. » Claude semble un peu plus irritable. Les arbitres passent au cash. Est-ce que Claude Julien commence à sentir la soupe chaude après 8 défaites? Moi, je pense qu'on ne devrait pas penser que Claude Julien est dans le trou présentement, selon ce que je sais. Puis je pense pas que c'est surprenant. Là. Je pense vraiment qu'il y a des gens qui pensent que Claude Julien devrait perdre la job. Bien, présentement, on est sur 8 de suite. Puis là, il commence à dire dans les points de presse, mettons, les joueurs font des erreurs à répétition et ce n'est pas ce qu'on enseigne. Fait que là, à un moment donné, il dit-tu à son GM, j'ai pas les bons joueurs ou il n'y a plus de solution? Ouais. Ben écoute, je dirais que si Marc Bergevin pensait de faire un changement à l'entraîneur-chef, je pense pas qu'il serait en Russie présentement. C'est clair qu'il ne peut pas être congédié en étant là-bas, tu sais. Non, ben c'est pas juste ça. Je pense que je pense que c'est évident qu'il y a encore confiance en Claude Julien, selon moi. Écoute, c'est sûr que ça peut changer. Il y a un autre quelques semaines de ça. Il faut demander des questions importantes, c'est sûr, mais je pense que présentement, je pense pas que c'est au top de la liste de Marc Bergevin. Et de toute façon, Pierre, ils vont pas nous appeler à l'avance. Ils t'ont pas appelé d'avance pour te dire pour Mike Babcock. Quand on s'était parlé le lundi, on était convaincus que ça n'arriverait pas parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne souhaite pas qu'il se fasse mettre dehors le gars. Mais à un moment donné, je présume qu'ils sont dans une business de résultats, puis des fois, c'est ça qui arrive. Ben, dans le cas de Babcock, c'était sûr qu'on pensait qu'il pouvait se faire congédier éventuellement à cause de sa relation avec Carl Dubas qui était pas très forte, mais on pensait que c'était pour arriver un peu plus tard dans la saison. OK. C'est arrivé avant que tout le monde a prédit. Mais dans le cas de Claude Julien et Marc Bergevin, j'ai aucune preuve que présentement, ça fait partie des idées de Marc Bergevin. Mais comme tu dis, je pense pas que Marc Bergevin il va m'appeler pour me dire si ça serait le contraire. Lui, il va taper pour un Micmac. Le lien, moi, ce que je disais ce matin, c'est à la radio, c'est que le lien Bergevin-Molson, sans vraiment l'avoir de la bouche du cheval, j'ai l'impression qu'il est très solide dans le sens que je pense pas qu'il y a une transaction qui est offerte aux Canadiens, si sérieuse soit-elle, n'est pas présentée au propriétaire. Je pense que ces deux gars-là ont vraiment une relation très proche. Oui. Je pense... Vas-y. Oui, non, c'est d'accord. Fait que, tu sais, je pense pas que ce lien-là est brisé ou brisable entre Molson et Bergevin. Sauf que si Molson met une pression à dire là, Marc, ça prend des résultats, là, c'est là que je pense. Est-ce que tu penses que le lien fort que je crois qu'il y a entre Bergevin et Molson est aussi fort jusqu'en bas? Oui, je pense que oui. Écoute, on connaît vraiment c'est quoi qui se passe maintenant. Écoute, c'est une équipe fragile présentement, le Canadien. Mm-hmm. La minute que Pastrnak a compté hier soir, tu peux voir les épaules qui ont tombé, les joueurs du Canadien. Tu peux le voir à travers la division. On peut tout dire le hockey change, les statistiques avancées, toutes sortes d'affaires. Il y a une chose
une chose qui s'est entendue. Ça, c'est quand tu vois la confiance des joueurs, puis quand la confiance n'est pas là. Et moi, je vois une équipe très fragile présentement. Bon, c'est comment que ça change de bord? Ça change de bord, un pas à la fois. Pas très excitant. C'est pas ça que les gens qui écoutent veulent entendre, je comprends. Mais c'est le même que ça change de bord. D'ailleurs, c'est une saison assez bizarre à nationale, puis peut-être c'est la réalité maintenant avec la parité, mais il y a eu beaucoup. Il y en a des. Il y a beaucoup de séquences à l'extrême de plusieurs équipes de la Ligue nationale cette année. T'en as parlé avec Toronto, évidemment, mais tu sais, San Jose n'est pas capable de rien faire pour 6 semaines au début de la saison. Maintenant, il peut pas perdre. Nashville commence fort. On parle Coupe Stanley. Et puis, il peut rien faire de positif. Tu sais, c'est vraiment incroyable. C'est pas juste le Canadien. Ça arrive à plusieurs équipes. Je sais pas exactement pourquoi on en voit un peu plus cette année, je trouve, que dans les dernières années. Oui. Puis c'est des équipes d'expérience. Fait que, tu peux pas m'en parler de manque d'expérience. Les coachs que tu parles, là, de Bauer, ça fait longtemps qu'il est là à San Jose. L'autre équipe que tu as parlé, c'est Nashville. C'est la Violette qui a déjà gagné une coupe. C'est des gars d'expérience qui sont là en plus de ça. Oui, justement. Fait écoute, le Canadien va s'en sortir éventuellement, mais la grosse discussion, je suis sûr que vous en discutez pendant plusieurs années sur ton podcast, c'est que le Canadien a comme 2 équipes. L'équipe à long terme où, quand je parle d'autres organisations autour de la Ligue nationale, le monde regarde ce qui s'en vient avec le Canadien, puis pense que le futur est pas mal positif pour Montréal à cause de la jeunesse qui s'en vient. Okay? Les jeunes espoirs. Ouais. Mais dans le présent, tu dois essayer de gagner pour Carey Price et Shea Weber. Tellement. Fait que c'est ça, vraiment, le problème, c'est que c'est beaucoup plus simple de dire on s'en va jeune, puis c'est excitant, puis tout le monde l'accepte, puis c'est ça qui est ça. Mais c'est pas ça qu'ils peuvent pas se permettre ça pendant qu'il y a un gardien puis un capitaine qui veulent et demandent de gagner maintenant. Puis c'est ça la réalité. On essaie de faire 2 équipes dans une présentement chez le Canadien. On veut, l'expression, c'est sauver la chèvre et le chou. Fait que c'est ça qui arrive. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. C'est sûr que si le Canadien avait annoncé une reconstruction, ben on serait content de la fiche qu'ils ont présentement en se disant au moins on voit les jeunes jouer. C'est drôle que tu dises ça, Martin, parce que je viens juste de recevoir un commentaire de Benoît. Il dit pourquoi le Canadien n'a pas le courage de faire comme les Rangers du temps puis d'annoncer une reconstruction. Mais tu viens d'en parler avec Pierre. C'est pas ça, là. Fait que tu comprends? C'est pas les Rangers. C'est pas la même situation, on va dire ça comme ça. Ouais. Juste rappeler aux auditeurs, Claude Julien est en point de presse présentement, puis il va y avoir un rappel, évidemment, d'un gardien de but de Laval qui va être annoncé à 5 h cet après-midi. Oui, parce qu'on rappelle, les journées en paye commencent à 5 h. Rien ne donne de le rappeler avant. Le gars doit le savoir déjà, par contre. On va revenir avec Pierre pour Kincaid. OK. Fait que Pierre, tu sais, nous, on essaie quand même sur le podcast de pas être trop alarmiste, malgré que tu dois trouver qu'on l'est des fois quand on t'appelle. Mais tu sais, souvent, exemple, tu sais, à fesser sur Price, fesser, c'est cible facile, le coach, etc. Mais tu sais, tantôt, je parlais de Max Domi en prolongation samedi qui prend le contrôle de la rondelle puis fait un hors-jeu tout seul à la ligne bleue alors qu'il n'y a personne qui le défie. Puis là, après ça, il part la mise en jeu suivante. Puis c'est lui qui est face à Provorov à 1 contre 1 en jouant de défenseur. C'est sûr que Provorov a décidé de le challenger, tu sais. Mais les gens, tu sais, montent jamais aux barricades pour dire, avec autant d'intensité, de dire c'est la faute de Julien, c'est la faute de Price. Il n'y a personne qui a fait c'est la faute de Domi, alors que c'est lui qui est exposé pendant toute la prolongation. T'sais. Puis d'ailleurs, parmi les joueurs noyaux de l'équipe, c'est probablement un des joueurs qui connaît vraiment le plus de difficultés cette saison. Je te dirais, c'est sûr que Carey Price n'est pas son meilleur. Non. Même Jeff Petrie, finalement, qui était tellement un joueur de constance pendant 3-4 ans, dernièrement, ça va un peu moins bien pour lui. Oui, il était bon début d'année. Oui, mais Max Domi, puis écoute, peut-être que c'était pas réel de penser qu'il pouvait faire la même chose l'année passée, parce que l'année passée, c'était des sommets dans sa carrière, mais c'est difficile pour lui cette année. Puis ça fait mal à l'équipe parce que t'as pas ta deuxième vague offensive quand il joue pas assez bien, mais tu sais, l'équipe, quand même, à 100 contre 100, qui est parmi les meilleures équipes dans la Ligue pour les buts comptés. Alors, c'est pas vraiment une question d'offensive. C'est une question de balance. C'est une question de balance. Leur fiche offensive est tellement mauvaise. Il faut trouver la balance entre les 2 coins de la patinoire. C'est ça qui fait mal à l'équipe. Écoute, hier soir, j'ai trouvé qu'ils ont joué un très bon match à Boston.
Mais ils ont été Problème. passifs. Là. Ils n'ont pas mis beaucoup de forecheck. Ils étaient passifs. Ils ne mettaient pas de pression quand les Bruins étaient en contrôle pour les breakouts. Fait qu'ils l'attendaient à la ligne bleue des Bruins. Tu voyais vraiment qu'ils étaient tout pour une victoire sur la route. On n'a pas de choix de donner ici. Oui, ils ont bien joué. Écoute, moi, je trouve que c'est la meilleure équipe dans la Ligue présentement, les Bruins de Boston. Puis ils n'ont pas encore perdu un match en temps réglementaire à la maison cette année. Ouais. Ils n'ont pas perdu un match en temps réglementaire depuis qu'ils ont perdu le 7e match de la finale de la Coupe Stanley au mois de juin. Fait que c'est pas vraiment une place pour aller finir la séquence de défaites. Mais écoute, je sais que les gens, ils veulent des grosses déclarations, ils veulent que les choses changent vite, mais la réalité, c'est que, écoute, j'en suis sûr que Marc Bergevin et son équipe, ses adjoints, parlent à plusieurs équipes nationales parce qu'ils font toujours, de toute façon, c'est son style, du Marc Bergevin. Je t'ai déjà dit, Saint-Martin, que quand je parle à d'autres équipes, Marc Bergevin est toujours en discussion. Il veut toujours savoir ce qui se passe avec d'autres équipes. Fait que l'équipe en gagne 8 de suite ou qu'on perd 8 de suite, ça ne changera pas son style de cette façon-là. Ouais. Mais c'est sûr que si on a une chance de faire un échange pour donner au moins un étincelle, ils vont le faire. Mais comme j'ai souvent dit, le problème dans la Ligue nationale aujourd'hui, c'est que des changements qui peuvent vraiment, vraiment, vraiment changer son équipe, ça arrive au mois de juin. Les grosses échanges durant la saison, c'est beaucoup moins que c'était il y a 20 ans à cause du système qu'on se trouve aujourd'hui à la Ligue nationale. Tu as raison. Puis encore là, après ça va être qu'est-ce que tu vas donner. Tu sais, si tu échanges des Wheels puis des Cousins, puis tu vas avoir des Wheels puis des Cousins. Fait que là, le Canadien, es-tu prêt à les piger dans son pot de jeune espoir, puis son premier choix de pêchage, tout ça, pour le donner, cet électrochoc-là? Parce que c'est pas en donnant des joueurs de troisième trio que tu vas avoir un électrochoc chez vous. Oui. Écoute, c'est sûr qu'ils ont d'espace de plafond salarial, ça qu'ont beaucoup d'équipes n'ont pas présentement. Il y a ça. Ouais. Mais comme tu dis, j'ai demandé la question dans mon article aujourd'hui dans l'Athletic. J'ai sorti la nouvelle en fin de semaine sur Taylor Hall, que les Devils commencent à parler aux équipes à son sujet. Alors, j'ai mentionné 6-7 équipes qui seraient intéressantes. Évidemment, je dois mentionner le Canadien parce que à cause de leur espace de plafond salarial, c'est vraiment la seule raison que je les ai mentionnés. Mais après que je les ai mentionnés, j'ai demandé la question, ça fait-tu vraiment du sens pour que Marc Bergevin ait donné un choix de premier ronde ou un des meilleurs jeunes espoirs pour Taylor Hall qui peut s'en aller le 1er juillet? Pour moi, la réponse est non. Moi, l'équipe qui va chercher Taylor Hall croit vraiment qu'ils peuvent aller gagner une coupe cette année. Parce que tu vas payer un gros prix et tu n'es pas sûr s'il va rester avec toi après cette saison. Colorado, ça fait du sens. Boston, San Jose, il y a des équipes, c'est pas mal évident. Calgary, les Flames, OK, leur fiche n'est pas meilleur que le Canadien, ils sont pas mal dans le même point, mais c'est une équipe qui a gagné leur duo l'année passée. C'est une équipe de vétérans. Puis Taylor Hall vient de Calgary. Alors peut-être, c'est Brad Treliving, tu te dis, si on l'amène ici, on peut le convaincre de rester, tu sais. Okay. Alors, écoute, c'est sûr que c'est le prix qui compte, là, mais sur le côté du Canadien, moi, je ferai attention avec ça. Oui, OK. Non, je suis d'accord avec ça. Et est-ce que tu penses que ça peut arriver une transaction à la Stone où on l'échange pour le signer ou ça sera un joueur de location? Moi, je pense que ça va être un joueur de location. C'est sûr qu'il y a des équipes qui aimeraient faire comme Mark Stone l'année passée puis de le signer comme Vegas ont fait après l'échange de Ottawa, parce que c'est sûr que Vegas n'aurait jamais payé le prix qu'on payait dans cet échange-là s'ils ne pouvaient pas le signer. Puis il y a des équipes, je pense, qui aimeraient essayer de faire la même chose avec Taylor Hall s'ils se font donner la permission de parler avec son agent Darren Ferris par les Devils éventuellement entre maintenant et le 24 février. Mais Darren Ferris, si on regarde la façon qu'il gère ses joueurs durant les dernières années, traditionnellement, Darren Ferris dit toujours à ses joueurs de ne pas faire une décision sur leur avenir jusqu'à 20 minutes. En voulant dire, dans le cas de Taylor Hall, je suis sûr que ce qu'il a dit à Taylor Hall, c'est attends jusqu'au 1er juillet. Mm-hmm. Au moins attends jusqu'après la saison, de toute façon. Fait que ça se peut bien. La réalité, c'est que Taylor Hall lui-même peut changer les choses. C'est le joueur lui-même peut dire je sais pas, choisir une équipe, Edmonton essaie de le ramener.
peut-être qu'il veut signer pour rejouer quand même McDavid pendant les 10 prochaines années. Alors, peut-être ça change le plan, mais je veux juste te dire qu'en général, les clients d'Aaron Ferris, habituellement, attendent après la saison. Y a-t-il un autre joueur qu'on entend parler, parce que c'est, tu sais, aussitôt qu'on parle de rumeurs de transaction, c'est Taylor Hall. Y a-t-il un autre joueur qui est dans les rumeurs, les pourparlers? Un nom qu'on pense pas ou... Oui, ben c'est sûr que les Kings, ils veulent continuer à vendre, Martin. Ça, c'est évident. Tyler Toffoli, qui lui aussi joueur autonome le 1er juillet, il va se faire échanger. C'est presque garanti, presque qu'il va se faire échanger parce que les Kings veulent continuer de se rajeunir. Et puis, il a juste 27 ans, mais ils veulent vraiment, vraiment se rajeunir. Alors, je pense qu'en fait, la décision qu'ils vont pas le signer. Il a compté 30 buts il y a quelques années, mais c'est un peu moins fort dans les dernières années. Alors, lui, il va se faire échanger. Pas mal sûr. Je te dirais que les Sabres de Buffalo, ils veulent vraiment agir. Je pense qu'on a déjà parlé, mais la pression monte sur Jason Botterill. Il y a comme 12 défenseurs. 12 défenseurs, puis il a pas assez de joueurs d'avant. Fait que ça commence à monter, cette pression-là. Alors, lui, il va vouloir aller chercher un joueur d'avant. C'est absolument garanti que ça va arriver éventuellement. On verra avec Détroit. Écoute, les Red Wings, Steve Yzerman il peut jamais sortir ça en avant de ses partisans ou même aux médias, mais je suis pas mal convaincu que le plan va bien cette année à Détroit. Le plan, c'est d'aller chercher un choix de repêchage dans le top 3 parce que ça fait longtemps que les Wings n'ont pas eu ça. Puis sont derniers présentement. Alors, ils vont vouloir échanger des vétérans. Il y a Mike Green qui sera joueur de location, possiblement, s'il est en santé. Peut-être un gars qui peut aider une équipe. Bon, alors c'est là qu'on est. Mais en général, Martin, ça attend vraiment la deuxième moitié de saison pour qu'il y ait des grosses échanges. OK. Tout à l'heure, tu parlais du Canadien. Puis, tu sais, on parlait de la formation. Tu sais, je suis allé voir l'équipe des Bruins. Tu te souviens, là, eux ont fait des transactions. Lucic, entre autres. Jones se sont ramassés 3 premiers choix, un en arrêt de l'autre. Puis il y a juste DeBrusque qui est sorti de là. Finalement, ils se sont même plantés dans leur reconstruction. Mais quand le monde il me dit le Canadien n'a pas de club, Boston, c'est la meilleure équipe dans la ligue. Chris Wagner, Paul Lindholm, Joachim Nordstrom, Anders Bjork, Kuraly, mauvais contrat Backes. Ça, c'est les 2 dernières lignes. C'est pas des premiers choix, là. C'est des gars qui sont allés chercher signature autonome, des gars qui sont allés chercher au repêchage des rondes tardives, qui ont pris le temps de grimper dans les mineurs. Tu sais, il n'y en a pas d'équipe où les 4 lignes sont pactées de premier choix puis de Top Gun, même Toronto. Fait, tu sais, si c'est bon pour Kiki, ça peut être bon. Puis là, je ramène Montréal, mais mon but, c'était pas ça. C'était de te dire, tu sais, à Boston, on les vante, mais c'est quand même une équipe que personne n'aurait tout le monde aurait de la misère à nommer les 2 dernières lignes. Oui, non, je suis d'accord. Écoute, vraiment, qu'est-ce que les Bruins ont mieux fait que tout le monde dans la Ligue? C'est que leurs meilleurs joueurs ne sont pas payés. Ah ouais, c'est ça. Après ça, tu peux aller chercher de la profondeur parce que David Pastrnak, qui va compter peut-être 60 buts cette année, il fait 6,6 millions par année. C'est quasiment incroyable. Là. Ouais. Pour un autre 3 ans et demi. Et Patrice Bergeron n'a jamais touché 17 millions dans sa carrière, puis ça n'arrivera pas non plus parce que il reste 2 ans et demi à 6,8, puis après ça, c'est sûr qu'ils vont en faire de moins en moins d'argent s'ils continuent de jouer. C'est Brad Marchand qui devra faire 10 millions par année. Au lieu, il fait 6,1 pour un autre 5 ans et demi, Martin. Brad Marchand. C'est pour ça que les Bruins sont les Bruins, parce qu'ils ont créé... c'est un autre directeur gérant qui m'a dit ça cette année, puis c'est un terme que j'aime tellement. La chimie économique. Non, mais c'est tellement important dans un monde de plafond salarial. Oui, puis quand McAvoy est arrivé pour signer, là, c'est parce que tu peux pas avoir plus que Bergeron, buddy. Oui, le seul problème avec ce contrat-là, par exemple, c'est que ça aurait été mieux si ça a été à long terme. Là, le problème avec eux autres, c'est que ça va être intéressant de voir en 3 ans qu'est-ce qu'ils vont vouloir. Et là, il fait 4,9, mais ils n'ont pas réglé le problème à long terme comme ils le font d'habitude. C'est Pastrnak qui ont été signés à long terme après son contrat de recrue. Mais lui, ça va être intéressant parce que c'est 2 ans et demi à 4,9, puis ensuite, il a besoin d'un autre contrat. D'ailleurs, il y a l'autre joueur qui va tester tout ça présentement, c'est Torrey Krug, qui est absolument incroyable sur l'avantage numérique, surtout pour cette équipe-là. Il se fait quasiment jamais mentionner.
Mais c'est une des raisons que David Pastrnak font toujours ces passes-là. Là. Puis lui, il n'a pas encore signé. C'est assez intéressant, ça, je vais te dire. Il y a un test qui se passe présentement entre lui et les Bruins, puis je peux te garantir, s'il reste à Boston, c'est à cause qu'il va faire moins que 8 millions par année. Mais j'ai l'impression que sur le marché, il ferait plus que 8 millions par année. Alors ça va être intéressant dans son cas. OK, vous avez des questions pour Pierre Lebrun, vous ne vous gênez pas. Quelqu'un nous demandait tantôt sur nos pages, est-ce que pour toi, un insider, est-ce que Marc Bergevin est le plus silencieux et discret des GM? Le plus discret, qu'est-ce que tu veux dire, dans ses conversations avec d'autres équipes ou? Pour toi, pour pick his brain, pour savoir ce qui se passe autour du Canadien, je présume que la seule façon que tu peux savoir, c'est un peu ça sa question, là, c'est en passant par les autres directeurs gérants. Par exemple, je dois, comme je répondrais pour tous les directeurs gérants dans la Ligue, je peux pas répondre à cette question-là parce qu'évidemment, dans les conversations avec les directeurs gérants, c'est privé. Très content d'avoir dit que c'était un auditeur qui te posait ça comme question. OK, on va faire un tour à Toronto. Sheldon Keefe est 4-1. La 1, c'est quand il a mis Hutch dans le filet. Comment il va, le beau Sheldon Keefe? Ça a l'air de bien aller. Les Leafs ont ils ont l'air vivants. Oui, les médias qui couvrent l'équipe l'adorent. Les partisans sont heureux. Les joueurs l'adorent. Ça ne cache pas. Écoute, ils changent les choses. En fait, aujourd'hui, à l'entraînement, je regarde les tweets de mes collègues qui étaient à pratique. Marner, il pratiquait avec l'équipe. Il va peut-être revenir cette semaine. Marner, sur une ligne avec Tavares et Mikheyev. Ça veut dire que Zach Hyman se retrouve sa troisième ligne avec Kerfoot et Kapanen. Zach Hyman, qui durant le temps de Mike Babcock, était toujours ses deux premières lignes. Fait que ça, c'est un gros changement. L'autre changement, c'est qu'aujourd'hui, durant l'entraînement, quand les Leafs ont pratiqué l'avantage numérique, Morgan Riley n'était plus sur la première vague. Tyson Barrie l'a remplacé. Okay. Avec Marner qui était là. Alors, ça arrive. Alors, je pense que demain soir, vous avez dit, Riley va être encore sur la première vague. Mais quand Marner revient de sa blessure, c'est pour dire que ça a l'air que Morgan Riley ne sera plus sur la première vague. Et ça n'a jamais arrivé avec Mike Babcock. C'était Morgan Riley. Puis depuis que Keefe est là, puis c'est drôle parce que, tu sais, Barry, c'est un gars qui va avoir besoin d'un contrat. Fait que, tu sais, là, ils le mettent en situation pour qu'il fasse sauter la banque. Oui, ça va être bon pour lui. Ouais. Puis ça ne sautera pas à Toronto, je pense pas qu'ils ne pourront pas le signer. Écoute, disons, s'il signe, il va y avoir d'autres joueurs qui vont se faire échanger. Parce qu'évidemment, avec les 4 premiers qui font leur argent, ça va être difficile de garder. Écoute, McDavid, Draisaitl, pas un gros début de saison, hein, c'est ordinaire. Ah, c'est incroyable. Vraiment, là. Puis je me sens quasiment mal pour Pastrnak et Brad Marchand, parce que dans toutes les autres années, dans les derniers 10 ans, Pastrnak et Marchand, ça serait 1-2 dans la Ligue, probablement, avec McKinnon. Ouais. Mais les deux gars d'Edmonton, j'ai sorti ma calculatrice encore ce matin. McDavid, qui présentement, sur 82 matchs, c'est 144 points. Puis Draisaitl, 141. C'est correct, ça? Wow. En 2019, hey! Ça, c'est des chiffres des années 80-90. Tant mieux pour le hockey. Ah, c'est fun. Puis d'ailleurs, je sais que les partisans du Canada ont promis ça hier soir parce que ça a vraiment changé le match. Mais Pastrnak, à chaque fois qu'il compte un but, c'est incroyable. C'est excitant, c'est le fun de voir. C'est le hockey, la façon qu'on veut voir le hockey. Les statistiques, c'est plus de buts par match en général dans la Ligue nationale depuis 2005-2006 présentement. Bon, est-ce que ça va continuer? Souvent, on commence de même, puis ça se ressaisit un peu. La défensive revient, les joueurs deviennent fatigués, c'est une longue saison, etc. Mais présentement, c'est du hockey à chaque soir. Là. Il y avait un match de 8-6 la semaine passée, je pense, avec Pittsburgh. Ouais. C'est vraiment, là, moi, j'ai 47 ans. Moi, j'ai grandi avec ça. C'est ça, les matchs de hockey des années 80. C'est ça. J'ai 45, c'est la même affaire. On est content de voir le gars qui embarque sur la glace, que c'est une menace. Il peut se passer quelque chose. Puis Pastrnak, tu en as parlé. Sa montée, son slap shot du point des mises en jeu, on n'en voit presque plus. Puis sa célébration, tout était parfait. Ouais, c'était fun. C'est un gros moment. Puis écoute, c'est le hockey. Puis l'entraîneur doit s'ajuster. Je pense qu'une des choses qu'on voit, c'est que les équipes, je pense que de plus en plus d'entraîneurs comprennent que tu es tout bien d'être agressif offensivement et
et d'essayer de contrôler les jeux de cette façon-là au lieu d'essayer de contrôler les jeux défensivement, ça fait du sens. Ça fait vraiment du côté la philosophie des équipes. D'un dernier, je te dirais, 2-3 ans, là, ça change vraiment. La saison se termine aujourd'hui. Pierre, c'est qui ton MVP? Nathan McKinnon. C'est drôle que tu demandes ça parce que la semaine passée, je pense que c'est vendredi après-midi, j'ai sorti un tweet. Les gens ont réagi pas mal, mais qu'est-ce qui est intéressant du Trophée Hart, c'est que ça va au joueur le plus utile et non nécessairement au joueur qui a eu la meilleure saison. Yeah. Et puis, d'ailleurs, Nathan McKinnon connaît toute une saison de toute façon. Là. Mais avec les blessures à Rantanen cette année et à Landeskog, Rantanen finalement qui est revenu, mais quand tu regardes, tu sais, comment tu peux décider entre McDavid et Draisaitl pour le joueur le plus utile présentement? Ça serait difficile, là. Nécessairement, les gens seraient portés, je pense, à aller vers McDavid, mais tu peux pas les départager. Hein? Puis Marchand et Pastrnak. Même chose. Fait que, tu sais, c'est comme les années que je pense que Sidney Crosby s'est fait voler des trophées Hart durant ces belles années parce que Evgeny Malkin est rentré derrière lui avec 100 points lui-même. Fait que moi, j'ai toujours dit, est-ce qu'on devrait changer la définition du trophée Hart pour dire la meilleure saison au lieu de dire c'est qui le joueur le plus utile? Oui, tu as peut-être un point là. Moi, je vais rajouter une petite couche. Dans un air où le hockey, tu sais, c'est pas. C'est-tu toi qui disais ça ou c'est Guy qui disait le dead puck? C'était-tu comme ça qu'il appelait ça? Là, le dead puck era, ouais. Alors, là où on est sorti de là, où les gardiens avaient des moyennes minuscules de 2 puis 930 de pourcentage d'arrêt, on est retourné où les gars vont peut-être faire 140 points, comme tu me disais. Ouais. La saison est encore jeune. Si Darcy Kuemper devait finir l'année à 9,35 et une moyenne en bas de 2, il serait à considérer. Oui, peut-être que oui, mais tu sais, c'est intéressant. Vraiment, tu regardes aussi. Puis écoute, j'enlève rien de lui parce que je pense qu'il est incroyable depuis qu'il est arrivé avec les Coyotes. Mais ça fait penser un peu au fait que Robin Lehner, l'année passée, a eu une nomination pour le trophée Vézina au lieu de Carey Price. Puis écoute, c'est une très belle histoire, Robin Lehner, surtout quand tu considères ses problèmes personnels qu'il était capable de combattre et tout ça. Mm-hmm. Mais lui, il s'en va à Chicago, se fait remplacer par Varlamov. Les Islanders ont exactement la même fiche. Et qu'est-ce que je te dis, c'est que ça, c'est du Barry Trotz, puis c'est le système de Barry Trotz. Je pense qu'il fait une grosse partie de la façon que les gardiens se font valoir, je pense, avec les Islanders. Selon moi. Oui, puis tu sais quoi? Et si on peut donner du crédit de même à Trotz de faire ce qu'il fait avec les Islanders, c'est la preuve qu'un coach peut faire une Christie différence parce que c'est pas lui qui a l'équipe la plus pactée. Hein. Exactement. Puis d'ailleurs, ce que je dis, c'est que je pense que Rick Tocchet fait une grosse différence avec les Coyotes. L'année passée, les Coyotes avaient 1000 blessures puis ils ont quasiment pas de séries. T'as raison. Fait que, en tout cas, ça veut pas dire que Kuemper, il va pas bien. C'est sûr qu'il va bien, mais je veux juste dire que moi, je pense l'année passée, la saison de Carey Price, moi, je pense qu'il a fait toute une différence le Canadien à 96 points. Puis... C'est parce qu'il a commencé en retard. Il a manqué 2 mois. Ouais, en plus de ça. C'est ça qui a coûté, dans le fond. Tu sais, s'il avait joué au même standard toute l'année, parce que tu te souviens-toi, les 2 premiers mois, c'était pathétique. Ouais. C'est ça qui a coûté. Tu sais. Oui, c'est sûr. Mais je veux juste dire que je pense que tu regardes des fois le style de jeu aussi pour voir ce qui fait vraiment la différence. En tout cas, le gars qui a gagné le trophée Vézina, c'était le bon choix, selon moi, Vasilevskiy, parce que c'est lui qui a eu le plus de constance. Puis d'ailleurs, encore plus un bon choix quand tu t'es rendu compte des commentaires des joueurs du Lightning durant l'été, après la saison, quand ils ont dit qu'ils ont arrêté de jouer défensivement pendant 2 mois. Ça veut dire que Vasilevskiy est assez important à l'équipe. Non, c'est clair. Puis pour les coachs, tu aurais pu rajouter Teput, Bednar. Il y en a une couple qui font la différence présentement avec leur équipe. Ben, c'est incroyable. L'effet de Dave Teput à Edmonton est vraiment étincelant. Là. Tu regardes une équipe des Oilers qui ne va rien faire encore une fois dans le passé. C'est la même histoire. On est tellement habitué à Edmonton. Teput rentre cette année, pas mal, quasiment avec la même équipe. Il y a eu des changements de joueurs de profondeur, mais il n'y a pas eu des gros changements. Les Oilers d'Edmonton, présentement, ont le meilleur avantage numérique dans la Ligue nationale à 32,5. C'est sûr que McDavid et Draisaitl font leur magie. Uh-huh. Sur le désavantage numérique, où les Oilers étaient parmi les pires formations il y a eu un an, 2e dans la Ligue nationale, à 87,1. Merci, Dave Tippett. Et un gardien de but qui arrête le puck.
Oui, un gardien de but, Koskinen, qui... les partisans des Oilers haïssent encore Peter Chiarelli. Ils ne vont jamais le pardonner pour son travail à Edmonton. Peter Chiarelli leur a au moins donné 2 cadeaux. Koskinen, finalement, qui est le gardien que Peter Chiarelli pensait. Mais encore plus important, le contrat que Peter Chiarelli a donné à Leon Draisaitl, c'était un contrat pendant un an que tout le monde haïssait, que tout le monde disait qu'il était trop cher, ça fait pas de sens, tu changes l'économie de la Ligue. Un autre 5 ans et demi pour Leon Draisaitl à 8,5 millions par année, Martin. Je rappelle ton calcul mathématique de tantôt, au-dessus de 140 points cette année. Fait que probablement qu'il devrait faire à peu près 11 millions par année. D'accord avec ça? Oui, il y a une petite économie là. Ils doivent sauver au moins 3 par année. Ouais. All right, Pierre. Voilà. Vous avez répondu à beaucoup de questions, honnêtement, d'auditeurs. Jonathan qui parlait de Barry Trotz tantôt sur Facebook, parce qu'on est resté sur Facebook. Je vais te poser une question de Luc là, en terminant. Est-ce que Kincaid pourrait intéresser d'autres équipes, Pierre? Ça se peut-tu? Je pense pas présentement. Écoute, on sait qu'à Toronto, les Leafs, ils n'ont pas capable de trouver un deuxième gardien. D'ailleurs, Keith a annoncé ce matin que Michael Hutchinson va jouer contre l'Avalanche mercredi. Aïe aïe. Mais le problème, c'est que les Leafs n'ont aucune espace de plafond salarial. Kincaid fait 1,75 millions par année. C'est pas fin du monde. Mais je pense que ça va être trop pour eux autres. Fait que, écoute, on verra, là, mais écoute, la fiche de Kincaid cette année, on va être d'accord. Pas trop fort. Non. Fait que je pense qu'il doit aller se retrouver à Laval. C'est ça que j'ai tweeté d'ailleurs. C'est ça que le Canadien, selon mes informations, on dit à Kincaid ce matin d'ailleurs. Ils veulent qu'il se trouve un peu de confiance à Laval. Ça ne veut pas dire qu'il sera là longtemps, là, mais au moins quelques matchs pour qu'il puisse trouver sa confiance. Oui, parce que même quand il arrête la rondelle, c'est pas rassurant. Non, puis d'ailleurs, écoute, j'essaie de critiquer présentement la façon que le Canadien joue. Ouais. Je sais pas si ça rappelle, mais la fin de semaine, avant le 1er juillet, j'avais sorti un tweet que le Canadien parlait fortement avec Curtis McElhinney. Puis d'ailleurs, c'est absolument vrai. Mais McElhinney, finalement, qui a signé avec 2 ans avec Tampa Bay, je ne sais pas si c'est parce qu'il a pogné la 2e année avec Tampa Bay que c'est ça qui a fait de la différence, qu'il a choisi Tampa sur Montréal. Ou peut-être qu'il a juste choisi Tampa pour des raisons assez évidentes aussi. Ouais. Je veux dire. Non, mais tu sais. En tout cas, le Canadien s'est rendu Kincaid, mais écoute, c'est pas facile. C'est pas ça l'équipe de la Ligue qui a de la misère à trouver le numéro 2. D'ailleurs, une autre raison que les Bruins, le load management entre Rask et Halak, c'est une chimie parfaite, les 2 gardiens. Là. Et tu sais, tu le fais jouer, ce gardien de but-là, parce que tu le payes, cet argent-là, mais tu le fais jouer parce qu'il est bon. Tu sais, c'est pas ça que le Canadien a, et c'est pas ça que les Flames ont cette année avec Talbot, au lieu de... tu sais, l'an passé, Redditch, que Smith, c'était mieux que Redditch. Oui, Redditch, il joue trop. Oui, c'est sûr. Puis, écoute, le Canadien va l'avoir. Moi, je pense qu'Aiden Primo, ça va être le real deal. Mais, c'est quand? Tu sais, je pense que tu dois attendre au moins 1 an, tu penses pas? C'est prêt? Oui, c'est ça. Absolument. Moi, j'ai parlé d'un parallèle avec le parcours universitaire de Matt Murray avec les Pingouins. Il est resté en Ligue américaine pour brûler. Et c'est quand Fleury s'est blessé qu'il est monté. Il n'est pas venu faire le backup à Fleury. C'était Jarry qui était là. Oui. Mais on verra. Écoute, éventuellement, il y a peut-être... ça va peut-être bien aller pendant quelques années où Price doit jouer un peu moins. Ça donne plus de chance à Primo. Je ne sais pas c'est quand la bonne saison de faire cette transition, mais il y a quand même l'opportunité, je pense, d'avoir des belles années entre le vétéran et le kid. Oui. C'est bien géré. Exactement. All right, Pierre, regarde, c'était le fun. On a passé à travers la tempête. On va voir ce que la prochaine semaine nous réserve, mais il se marque du but au pied carré, puis c'est vraiment le fun de regarder les matchs. Parfait. OK. Right. Salut, Martin. Bye, Pierre. Honnêtement, je l'ai dit, vous avez été nombreux à écrire. Vous écoutez les arguments ou les prédictions. Je peux pas toutes les lire là, parce que souvent, c'est ça. Là, on souhaite qu'il se passe telle chose, on souhaite qu'il se passe telle chose. Là, on est dans... Je te dirais, on est comme assis dans la catapulte puis on a hâte qu'il se passe de quoi. Là. Ben, c'est exactement.
Exactement. Il y a quelqu'un tantôt sur notre page qui nous faisait remarquer que le Canadien affronte justement Barry Trotz et les Islanders. Je pense que c'est Simon qui écrivait ça sur notre page. Ce sera pas facile. Les Islanders, Barry Trotz, ça sera pas facile. Sylvain nous rappelle que le Canadien affronte l'Avalanche jeudi. On vient de parler de McKinnon. Rantanen est revenu au jeu, il y a 4 points. Sylvain parle de Cal McCarr, qui connaît une saison exceptionnelle. Ça, c'est les 2 prochains matchs du Canadien. Ah non, puis on fait d'un autre angle mardi contre Tu fais d'un les autre angle Islanders mardi. avec Guy et Max, je pense. Bruno Max. OK. Non, je pense que c'est Max. Max, Guy, puis moi, on va être là d'un autre angle mardi. Là. Écoute, on va avoir du fun à regarder comment Barry Trotz fait jouer ses joueurs et comment il ne donnera pas grand-chose aux Canadiens de Montréal. Ce serait intéressant à voir de proche. Félix dit, il pose la question. Il pose la question à Pierre, mais je pense qu'il a répondu un peu par la bande. Là. On s'attend à ce que ce soit Lindgren qui soit rappelé aujourd'hui ou ça sera Primo? Parce que c'est un des deux. On s'entend que c'est Price qui va jouer mardi. Puis c'est Price qui devrait jouer jeudi. Le mot important, devrait. Puis vendredi, c'est contre les Rangers. Ce sera peut-être le deuxième, mais on ne sait pas c'est qui. Fait qu'on a un back-to-back vendredi-samedi? Non, pas de samedi. Pas de game samedi? Non. Cette semaine, c'est mardi, jeudi et vendredi. Vendredi-dimanche ou vendredi la semaine prochaine? Vendredi et... je veux pas dire n'importe quoi. Non, c'est lundi ou mardi. Mais samedi-dimanche, il n'y a pas de match. Ah, ouais. Ouais. Tant mieux. Puis, ouais, exactement. Pour le Rocket, ça se joue mercredi. Tant mieux parce que c'est le 24 heures de Tremblant. Fait que j'aurais pas de hockey enregistré. Il pense à toi, Martin. Pas de match le 7, le 8, le 9. Fantastico. Mais le vendredi, il y en a. Je vais le regarder en venant. Vendredi. Sinon, ça va. C'est ça. C'est 3 jours de congé, puis c'est Pittsburgh. Ça sera pas facile. Ça sera pas facile. Plein de gens également, dont Simon, nous suggèrent des transactions. Il y en a eu beaucoup sur Facebook. By the way, on est resté sur Facebook tout au long de l'émission. C'est exceptionnel. Habituellement, la partie de Pierre Lebrun et la deuxième partie disponible seulement sur rds.ca. Mais vous étiez nombreux, vous aviez du fun. Je suis pas mal sûr. Puis nous autres aussi, on en a eu à vous lire, évidemment. Parfait. C'est tout? Beaucoup de commentaires sur Kincaid. Jacques qui dit depuis son arrivée en poste, le gardien de relève m'a souvent donné l'impression d'être dépassé par la tâche ou le contexte où il était placé devant lui puis jouait à Montréal. Disons ça de même, les signatures au 1er juillet de Marc Bergevin, Osner et Kincaid n'ont pas été excellentes. Non, c'est bien dit. Puis Pierre a parlé, là il a parlé de McElhinney. Puis moi aussi, j'aurais choisi le Soleil, je sais pas toi. Là. Puis tu te souviens-toi, le Condon, ça marchait pas, il l'avait envoyé en bas. Il avait été réclamé au balotage, je pense, par Pittsburgh. C'était pas une transaction? Non, nous autres, on l'a perdu au balotage à Pittsburgh. Pittsburgh l'a tradé à Ottawa. Pour un 5e choix, c'est ça? Et là, nous, on s'était reviré, on avait ramassé au balotage Antiniemi en attendant parce que lui avait fait Pittsburgh, Floride. Puis c'était sa 3e équipe à Montréal. Puis c'est comme ça qu'il est devenu numéro 2. Fait qu'on retombe dans le même pattern de Kincaid, de Ward, puis espérons pour le mieux. Je me rappelle, nous étions à Brossard. Je m'en souviens précisément de cette journée-là. Je me souviens de ta sortie quand il a annoncé que Antiniemi. Oui, c'est ça. Non, c'est ça. Lindgren, je pense que ce sera le choix de Steven d'ailleurs, mais il dit qu'il ne le mérite pas. C'est sûr que les statistiques vont en faveur de Primo. Mais ça sera Primo, le choix. ses statistiques ont augmenté. Là. Ça fait quelques matchs qui donnent quelques buts. Oui, je pense que dans ses 5 derniers matchs, il a accordé 17 ou 18 buts. J'ai sorti tantôt les statistiques de... C'est ça. Du beau Primo. Je ne sais pas si c'est un podcast, une émission positive, négative. Je ne sais pas quelle partie vous avez pris, mais bref, on a eu bien du fun. C'était bien fun. Moi, j'adore vous lire. C'est super agréable. Vous avez des bonnes idées de transactions, des fois un peu farfelues, mais on s'entend. Mais c'est correct. On va flusher là-dessus. As-tu une parole? Ouais, attends un peu. J'ai vu Mété tantôt. Kaden Primo, ses statistiques, tantôt, je les ai vues passer. Là, il est rendu à 2,58. Lui qui était en bas du 2. Ah, je peux pas lire 910 de pourcentage. Carey Price fait partie de la transaction de Simon. Contre quoi? Mettez Price, Girard vers la mauve. Mais c'est ça. Girard vers la mauve. Vers la mauve et puis à Colorado. Bon, tu vois, gars, ça marche pas. Il y en a eu beaucoup, honnêtement, de suggestions de transactions. Puis je te dirais que Price revient souvent. C'est comme Claude Julien out, puis Bergevin out. C'est correct. C'est sûr que vous allez avoir bonne prédiction. C'est sûr que le nom de Carey Price vient souvent dans ces transactions-là. J'ai vu quelques fois Domi également. Peut-être qu'il va falloir échanger Domi si on ne s'entend pas avec lui.
si on ne s'entend pas avec lui. Exactement. Il devient joueur autonome avec compensation à la fin de la saison. Exactement. Ouais. OK. Match demain, ça va être une émission jour de match. Canadien Islanders, bien sûr, on va être là. C'est Éric Bélanger qui va être là exceptionnellement le mardi. Il vient en frappeur de relève, mais parce qu'on va parler à Marc vendredi aussi parce qu'il y a jour de match. Donc, Éric Bélanger va être là, puis je pense que Guy va être ici. Ne manquez pas ça. Guy va être Pour les gens de Facebook, là, Guy va être disponible sur rds.ca. All right. Go, merci, Luc, t'es excellent. Merci à Ali également à la mise en onde. Tu veux-tu te donner la main? Non, je voulais dire que Guy sera ici demain. Bel job. Merci à Ali, merci à Rock, mise en onde. Absolument. Et pas mise en onde, mais médias sociaux. Oui, puis il était là. Rock a été très actif à répondre. Merci beaucoup, Rock. Skidoo. Merci beaucoup, Rock. Merci surtout à vous d'avoir passé plus que votre heure de lunch avec nous autres. Revenez-nous demain pour une autre édition de On Jase. Bye-bye.